Le but de la figure est de rappeler qu'une horloge est une pièce mécanique dont le fonctionnement peut être complètement décrit par la mécanique ordinaire et qu'elle ne sera perturbée ni par la lecture de la position de ses aiguilles ni par l'interaction entre ses accessoires et une particule atomique. En assurant l'ouverture du trou à un instant bien défini, un appareil de ce type pourrait servir par exemple à déterminer avec précision le temps que met un électron ou un photon pour aller du diaphragme à un autre endroit, mais il ne permettrait évidemment pas de mesurer le transfert d'énergie à l'obturateur, dans le but d'en tirer des conclusions relatives à l'énergie de la particule qui a traversé le diaphragme. Si nous nous intéressons à ces conclusions, il nous faut bien entendu nous servir d'un montage dont les obturateurs ne peuvent plus servir d'horloge précise, mais où la connaissance de l'instant d'ouverture du trou comporte une incertitude reliée à la précision de la mesure d'énergie par la relation générale. Nous apprenons beaucoup en considérant de tels dispositifs plus ou moins réalisables et leur usage plus ou moins fictif, car notre attention était ainsi dirigée sur les traits essentiels des problèmes. Le point central est ici la distinction entre les objets soumis à l'investigation et les instruments de mesure qui servent à définir en termes classiques les conditions dans lesquelles apparaît le phénomène. Notons en passant qu'il importe peu à la clarté des considérations précédentes que les expériences qui comportent une mesure précise du transfert d'impulsion ou d'énergie de particules atomiques à des corps lourds, tels que diaphragme ou obturateur, soient pratiquement très difficiles, sinon impossibles. Le seul point décisif est que dans ces cas, contrairement aux instruments de mesure proprement dits, ces corps forment avec les particules le système auquel doit être appliqué le formalisme de la mécanique quantique. Pour spécifier les conditions où l'application du formalisme est bien définie, il est en outre essentiel de tenir compte de tout le dispositif expérimental. En fait, l'introduction dans l'appareil sur le chemin de la particule de toute nouvelle pièce, par exemple d'un miroir, entraînerait de nouveaux effets d'interférence qui modifieraient notablement les prévisions sur les résultats finalement enregistrés. L'exemple suivant sur lequel Einstein attira très tôt l'attention et auquel il revient souvent illustre de façon frappante à quel point le fait qu'il est impossible de subdiviser les phénomènes atomiques nous impose de renoncer à leur visualisation. Lorsqu'un miroir semi-argenté est placé sur le chemin d'un photon lui offrant deux directions possibles de propagation, le photon peut être enregistré sur l'une et l'une seulement des deux plaques photographiques placées à grande distance dans les deux directions. Mais nous pouvons aussi, remplaçant les plaques par des miroirs, observer des effets qui mettent en évidence les interférences entre les deux trains d'ondes réfléchis. Il en résulte que, dans tout essai de représentation visuelle du comportement du photon, nous rencontrerions la difficulté suivante. Nous serions obligés de dire d'une part que le photon choisit toujours l'une des deux voies, et d'autre part qu'il se comporte comme s'il avait suivi les deux voies. Ce sont justement des arguments de cette espèce qui démontrent l'impossibilité de subdiviser les phénomènes quantiques et révèlent l'ambiguïté de toute attribution aux objets atomiques de qualité physique habituelle. Il faut en particulier se rendre compte que, outre le repérage dans l'espace et le temps des instruments qui forment le dispositif expérimental, tout usage non ambigu des concepts spatio-temporels se réduit dans la description des phénomènes atomiques à l'enregistrement d'observations relatives à des traces sur une plaque photographique ou à des effets analogues d'amplification pratiquement irréversibles, tels que la condensation d'une goutte d'eau autour d'un ion dans une chambre à diffusion. Bien qu'évidemment, l'existence du quantum d'action soit finalement responsable des propriétés des matériaux avec lesquels sont construits les instruments de mesure et dont dépend le fonctionnement du dispositif d'enregistrement. Cette circonstance ne joue aucun rôle dans le problème de savoir si la description par la mécanique quantique est adéquate et complète, du moins sous les aspects que nous discutons ici. Ces questions furent discutées avec fruit de divers côtés au congrès Solvay, à la session même où Einstein émit ses objections générales. À cette occasion s'éleva aussi un débat intéressant sur la manière dont il faut parler de l'apparition de phénomènes que l'on ne peut prévoir que statistiquement. Il s'agissait de savoir si, lors de la manifestation d'effets individuels, on adopterait la terminologie proposée par Dirac, selon laquelle on aurait affaire à un choix fait par la nature, ou si, comme le suggérait Heisenberg, on dirait que l'on se trouve devant un choix de l'observateur qui construit les appareils de mesure et lit ce qu'il enregistre. Mais ces terminologies paraissent l'une et l'autre bien douteuses, car il n'est guère raisonnable d'attribuer à la nature une volition au sens habituel, et d'autre part, l'observateur ne peut avoir aucune influence sur les événements qui peuvent apparaître dans les conditions qu'il a préparées. Personnellement, je pense qu'il n'y a qu'une solution, admettre que dans ce domaine de l'expérience, nous avons affaire à des phénomènes individuels et que notre usage des instruments de mesure nous laisse seulement la possibilité de faire un choix
entre les divers types de phénomènes complémentaires que nous voulons étudier. Les problèmes épistémologiques que nous venons d'esquisser ici furent considérés plus explicitement dans ma contribution au numéro de Naturwissenschaften célébrant le 70e anniversaire de Planck en 1929. Cet article comprenait aussi une comparaison entre les enseignements tirés de la découverte du quantum d'action universel et les développements qui avaient suivi la découverte de la vitesse finie de la lumière et qui, grâce au travail de pionnier accompli par Einstein, avait tant clarifié les principes de base de notre philosophie de la nature. La théorie de la relativité, en instant sur la manière dont tous les phénomènes dépendent du système de référence, avait ouvert des voies toutes nouvelles pour atteindre des lois physiques d'une généralité et d'une portée inouïe. La théorie quantique, disions-nous, avait fait comprendre logiquement certaines règles fondamentales insoupçonnées jusqu'alors qui gouvernent les phénomènes atomiques. Mais il avait fallu pour cela reconnaître qu'il est impossible de séparer nettement un comportement indépendant des objets de leur interaction avec les instruments de mesure définissant le système de référence. De ce fait, la théorie quantique nous met en face d'une situation toute nouvelle en physique. Notre attention a été attirée par son analogie étroite avec celle qui se présente à nous dans beaucoup d'autres domaines de la connaissance humaine, lors de l'analyse et de la synthèse des résultats d'expérience. Comme on le sait, bien des difficultés de la psychologie proviennent du fait qu'analysant les multiples aspects de l'expérience psychique, nous déplaçons la ligne de séparation entre objet et sujet. En réalité, des mots tels que pensée et sentiment, également indispensables pour illustrer l'étendue et la richesse de la vie consciente, sont utilisés d'une façon complémentaire, comme nous le faisons des coordonnées dans l'espace-temps et des lois dynamiques de conservation en physique atomique. Formuler avec précision ces analogies présente évidemment des difficultés de terminologie. Le point de vue de l'auteur est peut-être le mieux indiqué dans un passage de cet article où il suggère qu'il existe toujours une relation d'exclusion mutuelle entre l'usage pratique d'un mot, quel qu'il soit, et l'essai de sa définition précise. Cependant, le but essentiel de ces considérations, inspirées par l'attitude d'Einstein, était d'attirer l'attention sur la possibilité de jeter de la clarté sur certains problèmes d'épistémologie générale grâce aux leçons tirées de l'étude, de faits d'expériences physiques simples au fond, mais nouveaux. Lors de la rencontre suivante avec Einstein au congrès Solvay de 1930, nos discussions prirent un tour tout à fait dramatique. En objection à l'opinion selon laquelle tout contrôle est exclu de l'échange d'impulsions et d'énergie entre objets et instruments de mesure, tant que ces derniers remplissent leur rôle de définition du système de référence des phénomènes dans l'espace-temps. Einstein émit l'argument qu'un tel contrôle serait possible si l'on prenait en considération les exigences de la théorie de la relativité. En particulier, la relation générale entre énergie et masse, exprimée par la célèbre formule d'Einstein, E égale mc au carré, permettrait de mesurer l'énergie totale de n'importe quel système au moyen d'une simple pesée, et ainsi de déterminer en principe l'énergie qui lui est transférée lors d'une interaction avec un objet atomique. Comme dispositif adapté à cette fin, Einstein proposa le système représenté comme une boîte percée sur une face d'un trou que l'on peut ouvrir ou fermer à l'aide d'un obturateur déclenché par un mouvement d'horlogerie intérieure à la boîte. Au début, la boîte contient une certaine quantité de rayonnement. À un instant choisi, l'horloge ouvre l'obturateur pendant un temps très court. On peut ainsi établir qu'un seul photon est émis au travers du trou à un instant qui est connu avec toute la précision désirable. De plus, il serait évidemment possible, en pesant la boîte avant et après cet événement, de mesurer l'énergie du photon avec toute l'exactitude voulue, en contradiction formelle avec l'indétermination réciproque des grandeurs de temps et d'énergie en mécanique quantique. Cet argument était un sérieux défi. Il entraîna un examen approfondi de tout le problème. À l'issue de la discussion à laquelle Einstein lui-même contribua efficacement, il devint cependant clair qu'il ne tenait pas. De fait, en considérant ce problème, il a paru nécessaire d'examiner de plus près les conséquences de l'identification des masses de gravitation et d'inertie qu'implique la formule. En particulier, il était nécessaire de tenir compte de la relation entre le rythme d'une horloge et sa position dans un champ de gravitation, relation qui est bien connue par le déplacement vers le rouge des raies du spectre solaire et qui résulte du principe d'équivalence d'Einstein entre les effets de la gravitation et les phénomènes observés dans les systèmes de référence accélérés. Notre discussion se concentrera sur l'application possible d'un appareil comprenant le dispositif d'Einstein et représenté dans le même style pseudo-réaliste que certaines de ses figures. La boîte dont on montre une sélection pour en présenter l'intérieur est suspendue à une balance à ressort. Elle est munie d'une pointe servant à lire sa position sur une échelle fixée au support de la balance. On peut ainsi, en amenant la balance à la position 0 au moyen de poids, peser la boîte avec une précision donnée quelconque. Voici maintenant le point essentiel.
Toute détermination de cette position avec une précision donnée d'alpha de Q comporte dans la mesure de l'impulsion de la boîte une incertitude minimum alpha delta de P reliée à delta de Q par la relation 3. Cette incertitude doit évidemment être inférieure à l'impulsion totale qui pendant tout le temps t de la pesée peut être donnée par le champ gravitationnel à un corps de masse delta de M. G étant la gravité, plus sera grande la précision sur la lecture Q de la position de la poule, un point de plus devra être grand le temps de pesée T si l'on se donne à la précision delta de M sur le poids de la boîte et de son contenu. Or, d'après la théorie de la relativité générale, une horloge déplacée de delta de Q dans la direction de la gravitation change de rythme de sorte que son indication au bout de l'intervalle de temps T diffère de celui-ci d'une quantité delta de T donnée par la relation. En comparant les deux formules, nous voyons qu'après la pesée, il y aura dans notre connaissance du temps une incertitude. En accord avec le principe d'indétermination, par conséquent, si notre appareil est construit pour mesurer avec précision l'énergie du photon, il ne peut déterminer l'instant où ce dernier s'échappe. Cette discussion, qui illustre si bien la puissance et la consistance logique des arguments relativistes, souligne donc une fois de plus la nécessité de distinguer, dans l'étude des phénomènes atomiques, les instruments de mesure proprement dits qui servent à définir le système de référence des parties d'appareil qui doivent être considérés comme objets d'investigation et pour lesquels on ne peut négliger les effets quantiques. Malgré cette confirmation si suggestive de la cohérence logique et de la grande portée du mode de description quantique, Einstein m'exprima au cours d'une conversation ultérieure le sentiment d'inconfort qu'il éprouvait devant une faillite apparente de certains principes solidement établis pour l'explication de la nature et selon lesquels l'accord pourrait être général. De mon point de vue, je puis seulement répondre que dans la tâche qui consiste à apporter de l'ordre dans un domaine d'expérience entièrement nouveau, il n'est guère possible d'avoir confiance en des principes ancrés par l'habitude, quels qu'ils soient et quelle que soit leur généralité. Une seule exigence subsiste, éviter les inconsistances logiques, et l'on peut dire que sous ce rapport, le formalisme mathématique de la mécanique quantique est entièrement satisfaisant. Le congrès Solvay de 1930 fut la dernière occasion où, dans ces discussions communes avec Einstein, nous pûmes bénéficier de l'influence stimulante et de la médiation d'Ehrenfest. Cependant, peu de temps avant sa mort profondément déplorée en 1933, celui-ci me dit qu'Einstein était loin d'être satisfait et qu'il avait découvert avec son acuité habituelle de nouveaux aspects du problème qui renforçaient son attitude critique. De fait, en examinant de plus près les possibilités d'application d'un dispositif de balance, Einstein avait imaginé de nouveaux raisonnements qui, en ne pouvant servir à l'usage auquel il est destiné initialement, semblaient pousser les paradoxes au-delà de toute possibilité de solution logique. C'est ainsi qu'Einstein avait remarqué qu'une fois la boîte et l'horloge pesées, puis le photon émis, on avait encore le choix soit de répéter la pesée, soit d'ouvrir la boîte et de comparer la lecture de l'horloge avec une échelle de temps étalon. Il en résulte qu'à ce stade, on est encore libre de décider si l'on veut tirer des conclusions sur l'énergie du photon ou bien sur l'instant où il a quitté la boîte, sans agir en aucune façon sur le photon entre le moment où il s'échappe et celui où il entre en interaction avec d'autres instruments de mesure. Nous pouvons faire des prédictions précises, soit sur le moment de son arrivée, soit sur l'énergie libérée par son absorption. Mais comme d'après le formalisme de la mécanique quantique, la définition de l'état d'une particule isolée ne peut pas comporter à la fois un repérage précis dans l'échelle des temps et une mesure exacte de l'énergie. Il pourrait sembler ainsi que ce formalisme n'offre pas les moyens d'une description adéquate. Une fois de plus, l'esprit pénétrant d'Einstein avait décelé un aspect particulier de la situation telle qu'elle se présente en théorie quantique, aspect qui montre de manière frappante à quel point elle transcende l'explication habituelle des phénomènes naturels. Et cependant, je ne pouvais être d'accord avec le sens général de ces remarques telles que les avait rapportées Ehrenfest. Dans mon opinion, il n'y avait que deux moyens de prouver qu'un formalisme mathématique logiquement cohérent était inadéquat. Démontrer que ses conséquences n'étaient pas en accord avec l'expérience ou prouver que ses prédictions n'épuisaient pas les possibilités de l'observation. Or, l'argumentation d'Einstein ne pouvait servir à aucune de ces fins. En effet, il faut nous rendre compte que dans le problème en question, nous n'avons pas affaire à un seul dispositif expérimental bien défini, mais que nous nous référons à deux dispositifs différents qui s'excluent mutuellement. Dans l'un, la balance est utilisée en même temps qu'une autre partie de l'appareil, par exemple un spectromètre, pour étudier l'énergie transférée au photon. Dans l'autre, on se sert d'un obturateur déclenché par une horloge standardisée et relié à un autre appareil du même type, réglé exactement sur la même horloge, pour mesurer le temps de propagation d'un photon sur une distance donnée.
Dans les deux cas, comme l'a mis aussi Einstein, les effets observables seront en conformité complète avec les prédictions de la théorie. Ce problème souligne encore la nécessité de considérer tout le dispositif expérimental dont la spécification précise est nécessaire pour toute application définie du formalisme de la mécanique quantique. Incidemment, on peut ajouter que l'on rencontre également des paradoxes du type considéré par Einstein dans ces dispositifs aussi simples que celui des figures précédentes. En effet, après une mesure préliminaire de l'impulsion du diaphragme, nous avons encore en principe, après le passage d'un électron ou d'un photon par la fente, le choix de répéter la mesure de l'impulsion ou de déterminer la position du diaphragme et ainsi de faire des prédictions correspondant à des observations ultérieures de l'un ou l'autre type. On peut aussi ajouter qu'il importe évidemment peu quant aux effets observables avec un dispositif expérimental défini que nos plans de construction et de maniement des instruments soient fixés d'avance ou que nous préférions remettre la conclusion de notre programme à un moment ultérieur, lorsque la particule suit déjà son chemin d'un instrument à l'autre. Dans la description quantique, la liberté dont nous jouissons dans la construction et le maniement du dispositif expérimental trouve son expression propre dans la possibilité de choisir les paramètres classiquement définis qui entrent dans toute application cohérente du formalisme. En fait, la mécanique quantique présente sous tous ses rapports une correspondance avec la situation qui nous est familière en physique classique, correspondance aussi étroite que possible compte tenu de l'individualité inhérente au phénomène quantique. En aidant à mettre si clairement ce point en évidence, les critiques d'Einstein furent donc encore une fois une incitation précieuse à explorer les aspects essentiels du problème.